examinons un instant cette morale du travail, de façon franche et dénuée de superstition. Chaque être humain consomme nécessairement au cours de son existence une certaine part de ce qui est produit par le travail humain. Si l'on suppose, comme il est légitime, que le travail en général n'est pas agréable, il est injuste qu'un individu consomme davantage qu'il ne produit. Bien entendu, il peut fournir des services plutôt que des biens de consommation, comme un médecin par exemple, mais enfin, il faut qu'il fournisse quelque chose en échange du gîte et du couvert. En ce sens, il faut admettre que le travail est un devoir. Mais en ce sens seulement. Autrefois, il existait une classe oisive assez restreinte et une classe laborieuse plus considérable. Alors la classe oisive bénéficiait d'avantages qui ne trouvaient aucun fondement dans la justice sociale, qui la rendait nécessairement despotique, limiter sa compassion et l'amener à inventer des théories qui puissent justifier ses privilèges. Ouais. Bon, ces caractéristiques flétrissaient quelque peu ses lauriers. Enfin, malgré ce handicap, c'est à elle que nous devons la quasi-totalité de ce que nous appelons la civilisation. Oui, elle a cultivé les arts, elle a découvert les sciences, elle a écrit des livres, elle a inventé des philosophies, elle a affiné nos rapports sociaux. Même la libération des opprimés a généralement trouvé son impulsion d'en haut. Sans la classe oisive, l'humanité ne serait jamais sortie de la barbarie. Toutefois, cette méthode qui consiste à entretenir une classe oisive déchargée de toute obligation entraînait un gaspillage considérable. Aucun des membres de cette classe n'avait appris à être industrieux, et dans son ensemble, la classe elle-même n'était pas exceptionnellement intelligente. Oui, elle a pu engendrer un Darwin. Mais alors, en contrepartie, elle a produit des dizaines de milliers de gentilshommes campagnards dont les aspirations intellectuelles se bornaient à chasser le renard et à punir le braconnier. En l'absence de toute tentative de justice économique, une grande proportion du produit global va à une infime minorité de la population, laquelle compte beaucoup d'oisifs. Comme il n'existe pas de contrôle central de la production, nous produisons énormément de choses dont nous n'avons pas besoin. Nous maintenons ainsi une forte proportion de la main-d'œuvre en chômage parce que nous pouvons nous passer d'elle en surchargeant de travail ceux qui restent. Et quand toutes ces méthodes s'avèrent insuffisantes, nous faisons la guerre. Nous employons un certain nombre de gens à fabriquer des explosifs et d'autres à les faire éclater comme si nous étions des enfants venant de découvrir les feux d'artifice. En combinant ces divers procédés, nous parvenons, non sans mal, à préserver l'idée que le travail pénible, manuel, long et pénible est le lot inéluctable de l'homme du commun.
Supposons qu'à un moment donné, un certain nombre de gens travaillent à fabriquer des épingles. Ils fabriquent autant d'épingles qu'il en faut dans le monde entier en travaillant, disons, 8 heures par jour. Bien. Quelqu'un met au point une invention qui permet au même nombre de gens de faire 2 fois plus d'épingles qu'auparavant. Bien, mais le monde n'a pas besoin de 2 fois plus d'épingles. Dans un monde raisonnable, tous ceux qui sont employés dans cette industrie se mettraient à travailler 4 heures par jour plutôt que 8 et tout irait comme avant. Mais dans le monde réel, on continue à trop travailler. On craindrait que cela ne démoralise les travailleurs. Il y a donc trop d'épingles, la moitié des employeurs font faillite, les ouvriers perdent leur emploi, et au bout du compte, la somme totale de loisirs est la même dans ce cas-ci que dans l'autre. Sauf que la moitié des individus qui en sont concernés en sont réduits à l'oisiveté totale, tandis que l'autre moitié continue à trop travailler. On garantit ainsi que le loisir, par ailleurs inévitable, sera cause de misère, plutôt que d'être une source de bonheur universelle.